Ok, donc la thématique d'aujourd'hui, ça va être de voir comment est-ce que pouvoir plein de méthodes, en fait, plein de techniques pour éviter d'arriver dans un état où on a une méthode de contrôleur qui est gigantesque. Il va y avoir un passage un peu long sur les interactors, qui est une technique que j'aime bien, mais on va en voir plein d'autres, notamment la gestion des exceptions, euh, les services et ce genre de choses. Je tiens à préciser que tout ce qui va être dit dans cette vidéo, c'est plus, en gros, c'est des sujets qui sont pas fixes. En gros, c'est ma façon à moi de faire les choses et de voir les choses. Vous pouvez avoir une architecture qui est différente, vous pouvez être pas d'accord sur ce que moi je désigne comme service. Vous pouvez ne pas aimer les interacteurs et ne pas en utiliser. Mais voilà, c'est en fait, je tenais à présenter la façon dont moi je découpe les choses et j'insiste sur le moi. Euh, voilà, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui me diront non, non, tu peux juste tout mettre dans les modèles, par exemple, que c'est une solution qui est possible, qui est viable. Avant d'aller plus loin, on va juste voir rapidement, euh, essayer de voir rapidement ce que ça fait. Bon, j'ai mis 2-3 commentaires pour qu'on ait une idée vague de ce que ça fait. Euh, donc, dans l'idée, on a un post controller, méthode update. Donc, on va vouloir updater un post. On va commencer par récupérer les paramètres qui vont être passés à notre poste. Bon, s'il nous manque, s'il y a un problème dans le require, on va avoir ce genre d'exceptions qui vont sauter, donc il va falloir renvoyer l'erreur. Ensuite, on va voir s'il existe un poste qui existe avec l'ID qu'on nous a passé en paramètre, sinon, bah, on va envoyer une erreur. On vérifie que l'auteur du poste, c'est bien le current user, et sinon, bah, comme d'habitude, on envoie une erreur. Vous allez voir que toutes les problématiques viennent souvent de et qu'est-ce qui se passe quand il y a des erreurs. Euh, Ça, j'y reviens dans 5 secondes de pourquoi est-ce que ça. Et ensuite, on update le post avec le classique if post.update. Quand tu fais des creates, c'est if post.save. Hein, je crois que c'est la façon de base qu'utilise Rails pour générer un contrôleur. Ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé ce genre de choses, mais un scaffold, je crois que ça fait par défaut un if post.save ou if post.update. Et là c'est le nerf de l'horreur, c'est voilà, quand on a update un post, on va envoyer un message dans Slack pour dire, dans DS General, pour dire que l'utilisateur a updaté un post. Voilà. Mais bon, comme on a besoin de son nom d'utilisateur, qu'il n'est pas forcément populé par défaut, on va être obligé d'aller chercher dans Slack. Voilà. Donc là, voilà. Et sachant que si jamais tu ne trouves pas l'utilisateur dans Slack, alors bon, bah, une erreur et tu défais l'update du post que tu viens de faire avant d'envoyer l'erreur. Parce que là, c'est trop tard. Ton post, il est déjà updaté. Tu es après le post.update. Ça, c'est pour ça que je sauve le texte en avance. Voilà. Donc c'est un peu de joie. Euh, mais on va voir qu'il y a des techniques pour faire en sorte que ce soit géré automatiquement, ce genre de concept. Euh, on pourrait rétorquer que faire un rollback quand il ne trouve pas un utilisateur dans Slack, c'est bizarre. C'est tout à fait valide comme commentaire, mais là, c'est parce que j'avais besoin d'un exemple. Et c'est pour ça que ça a été fait comme ça. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voyez tous ce qu'on veut faire et bon, quels sont les problèmes de ce qu'on a en face de nous? Ouais. Assez clair, oui, mais j'avoue que il ne serait jamais venu à l'idée de faire une méthode avec. Enfin, tout ce qui concerne Slack, je l'aurais mis quand même dans une méthode qui concerne plutôt Slack. Oui, mais en gros, tu pourrais faire ça. Tu pourrais avoir un super def Slack, mais tu aurais la même problématique. Ce serait moins compliqué parce que ce serait pas au milieu de ton contrôleur, mais tu serais quand même obligé de faire des rollbacks. Je ne sais plus où est-ce qu'il est. Il est là, mon rollback, de gérer ton redirect. C'est pas forcément super simple parce qu'il faut que tu return correctement. Tu restes avec une méthode qui est beaucoup trop longue, qui fait beaucoup de choses en fait, qui est au courant que Slack existe. Éventuellement, en vrai, on a un problème de responsabilité. Ton contrôleur n'a pas à savoir que Slack existe et comment ça marche Slack. Ton modèle non plus, hein, parce que ton modèle, en fait, il est juste chargé de discuter avec la database, il n'est pas du tout chargé de parler à Slack. Euh, et dans les autres choses que
que ton contrôleur n'est pas forcément censé faire, c'est il n'est pas censé il n'est pas censé gérer rollback tout seul, parce que c'est compliqué, et ça reste comment on dit ça en français, complexe comme méthode pour pas forcément grand-chose. Si tu l'avais eu plus bas, ta méthode, tu aurais eu à gérer Slack dans ton contrôleur. Donc c'est ça, c'est vraiment, on va essayer de découpler les choses au maximum. Ah oui, c'est ça. Ce que doit pas forcément savoir ton contrôleur, c'est il n'a pas besoin de savoir comment gérer l'autorisation, en fait, les règles d'autorisation c'est parce que l'utilisateur courant a le droit est le même que l'auteur du post. C'est pas forcément la responsabilité de ton contrôleur de savoir ce genre de choses. Puis, Et ça, ouais. Ça, par exemple, je vois pas trop pourquoi tu testes ça, en fait. Juste bah, la première partie. alors, le Ça post, peut arriver. celui-là, Ouais. imagine, tu es sur mettons, un truc où chacun peut poster t'as une espèce d'interface de chat où chacun peut poster des Ouais. posts et tu peux éditer tes posts. Mhm. Imagine, tu essayes d'éditer, parce que tu es un petit peu un pirate, tu vois, donc tu essayes d'éditer le post de quelqu'un d'autre, mais il faut que ça t'empêche de le faire. Ouais. C'est ça que ça vérifie là. C'est si Ah, d'accord, l'auteur c'est du plus un post. simple hack. Ok. En fait, si comment dire, tu verras pas le bouton en prod, mais tu peux peut-être essayer de lancer une requête post sur si tu es un petit peu un pirate. C'est ça. Donc, ça peut arriver que quelqu'un arrive à Ah, éditer un post. Tu mets pas ça dans ton contrôleur, quelque part. Honnêtement, hein, moi je vois un site où il y a ça et le site je l'utilise, je fais un test. Hein. Et je vérifie que je suis seul à pouvoir bien éditer les posts, enfin mes propres posts. Parce que si je tiens à ce que je vais exposer sur ce site, éventuellement ça coûte pas cher d'aller regarder ce que je peux le faire avec le post de quelqu'un d'autre. Okay. Voilà. Donc ça c'est vraiment le minimum vital de la vérification. Hein. Et c'est vraiment important de le faire. Même si dans ton UI c'est pas possible, les gens peuvent plus ou moins tricher pour faire en sorte que ce le soit. On fait ça. Hop. Alors, déjà, ok. Premier point. Est-ce que vous connaissez la méthode rescue from qui est dans Rails? Ah, c'est pour lever les erreurs, c'est ça, non? C'est pour gérer les exceptions. En fait, ce que tu vas pouvoir faire, on va gérer, on va commencer, on va le faire dans l'ordre, hein, le contrôleur. De toute façon, on va le découper en petits bouts, qui permet de dire si jamais j'ai ce genre d'exception qui arrive, alors fais ça. Donc, comment ça s'écrit? Ça s'écrit en dehors d'une méthode. On va dire rescue from. Là, on lui donne le nom de l'exception. Et là, on lui donne le nom de la méthode qui va gérer ça. C'est ce que tu veux. Hein. Et au fond de notre contrôleur, on définit une méthode qui prend une exception, qui va recevoir une exception en paramètre et qui va faire genre ça. Et est-ce que ça pourrait pas dans un concern cette rescue? Alors moi, on va y venir, hein. Mais je vais faire pire que ça, je vais mettre dans l'application contrôleur en général. Parce qu'en vrai, ils font tous faire plus ou moins ça. Donc là, en fait, du coup, on se retrouve à dire, ok, mais on n'a plus besoin de gérer cette erreur-là. Voilà. Pareil, dans les choses qui est une bonne idée, entre guillemets, c'est les update params, comme ça. C'est une bonne idée de le définir comme une méthode à part, parce que tu vois tout de suite à quoi va ressembler tes params d'update. Moi, j'ai un update params, un create params, etc. Et comme ça, je vois tout de suite à quoi ça ressemble, si j'en ai besoin. C'est ça. Et en fait, je l'explique parce que ça me permet de faire ça. Ok, est-ce que vous connaissez cette technique-là qui consiste à avoir un ou égal et un arrobase?
Je l'ai déjà vu, Je pense. je la comprends, mais je t'avoue que je comprends pas pourquoi l'utiliser. Ok. L'idée, c'est que par exemple, dans cette méthode-là, je vais appeler update params plusieurs fois. Ok. J'ai pas envie qu'à chaque fois, il fasse le require post sur mes params et le permis de texte. La première fois que tu vas exécuter ta méthode update params, bon, ça va être nil, ça va pas exister. Donc, il fait ou, donc il fait la seconde partie du bloc. Et après, il l'assigne dans ton arrobase update params. Ce qui fait que la fois suivante où tu appelles ta méthode, bah c'est bon, update params, il existe. Donc, tu recalcules pas la D'accord. deuxième partie de ton... Donc en fait, c'est une sorte de variable méthode. Ouais, c'est ça. En fait, ça te permet de cacher un résultat, tu le calcules qu'une seule fois et après, c'est bon. Tu as considéré qu'il avait calculé, tu n'as plus besoin de le faire. Voilà. Donc, on a géré ça. On n'a plus besoin de gérer les paramètres à l'intérieur du contrôleur. Et c'est un peu plus propre. Est-ce que maintenant, vous connaissez la différence entre find by avec un point d'exclamation et find? Je vais les écrire dessous. Non. Si je faisais... Bah, find by, tu peux le chercher par un champ en particulier. Alors que find, c'est juste par l'ID, c'est ça déjà. Ouais, mais en gros, c'est exactement. Mais il y a quand même un comportement qui est un peu différent. C'est ces trois-là, en fait, se comportent différemment. Find by avec un point d'exclamation et find. En fait, ce qui va se passer, c'est que celui-là, si jamais il ne trouve pas un poste, il va remettre nil dans ton poste. Pour les autres, s'il ne trouve pas un poste, il y a une exception qui est levée. Ok. Voilà. Ça va être la grande différence. Donc, si jamais dans votre code de contrôleur, vous avez des finds comme ça, et que vous ne gérez pas l'exception, bah, vous avez potentiellement des utilisateurs qui pourraient arriver avec une erreur 500 s'ils se retrouvent à aller sur la mauvaise route. Donc, au cas où. Hein, comment est-ce qu'on va gérer ça? Et donc, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? Ça va nous permettre de transformer ce find by là en un find, juste avec l'ID, et de rescue l'exception et de gérer correctement l'erreur dans ce genre de cas. On revient même. Je crois que c'est ça. Hein. Non. Note. Et donc, là, on est d'accord, les noms des méthodes, c'est toi qui les définis, quoi. ah oui, c'est moi qui choisis. Ouais. C'est pas forcément le meilleur nom. Hein. Là, on lui dit, si jamais tu te retrouves avec un not found, tu mets le même flash et tu rediriges. D'ailleurs, on n'a pas besoin de return, parce qu'on est déjà dans le cas où on est dans entre guillemets un cas d'erreur, et c'est fini à ce moment-là. Ce qu'il faut se dire, c'est que du coup, on n'a plus besoin de faire ça aussi. Maintenant, la même question, c'est facile. Quelle est la différence entre update et update point d'exclamation? Même chose. Si jamais l'update échoue parce que genre il y a une validation qui passe pas, parce que le texte est vide ou quoi que ce soit, ça peut être une exception. Donc là, je fais un update. En fait, en vrai, ce que je veux faire, c'est un update point d'exclamation pour gérer ce cas-là, en fait, de j'ai pas réussi à gérer mon exception. C'est quoi le nom de l'exception? Pas de paramètre, je crois. Je me souviens plus du nom d'exception. Hein. Je pourrais aller la chercher. Mais... On va dire que c'est ça. Ok. Et là, on n'a plus accès au poste éventuellement. Donc, ce qu'on va devoir faire, c'est faire... On va recevoir une exception ici. Et en fait, ton exception de Active Record, quand elle arrive, elle contient un record qui contient du coup le poste en l'occurrence. Donc, on peut aller chercher les messages de qui ce qui n'est pas allé dans le poste et les renvoyer de cette façon-là. Et il manque le rescue from. Rescue from, Active Record.
parameters. Je suis pas sûr du path parameters, mais je crois que c'est ça. On va dire que c'est ça pour. Et au pire, au pire, il faudra trouver le bon nom de l'exception, mais c'est la même idée. Donc déjà, on a. Ah oui, et puis du coup, on n'a plus besoin de faire un if, surtout. Parce que si l'update ne marche pas, alors on se retrouve dans un. On va aller directement dans l'exception et on ne fera pas la suite. Donc ça nous permet d'enlever un cran d'indentation, ça nous permet de simplifier notre code. On sait que si on arrive ici, tout s'est bien passé. Est-ce que c'est clair jusque-là? Ok. Ouais, moi je suis pas habitué à utiliser du tout les rescue from, donc je trouve ça intéressant parce que du coup. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'en plus, on remarque quand même, c'est vachement des exceptions qui ont l'air d'être des choses qui sont classiques en fait, qui tu auras envie de faire la même chose partout dans toute ton app. Et que du coup, ce que tu peux faire, c'est faire un. Tu peux ouvrir ton app contrôleur application. Ça, oui. Contrôleur.rb. Donc, comme je disais, c'est pas une vraie application Rails, donc ça n'existe pas. Application contrôleur qui est en. C'est quoi action controller 2.2.base. Et en fait, toutes ces choses-là, on va les envoyer là-bas. Donc, comme tous tes contrôleurs héritent de l'application contrôleur. Je crois que tu as pris update parameters à la place de parameter missing. Ah oui. Oui, tu as complètement raison. D'ailleurs, j'ai écrit parameter, mais bon, on va dire que peu importe. Dans l'idée, le code de l'article est mieux. Voilà. Donc, ça, c'est des choses que tu vas vouloir faire dans toute ton app. Donc, tu le gères une fois dans ton application contrôleur. Si tu as des cas spéciaux dans certains contrôleurs, tu le gères le cas spécial dans le contrôleur en particulier. Et ça te donne une bonne base de OK, toutes ces exceptions-là, toutes ces exceptions-là, je vais les gérer comme ça. Voilà, donc tu as un contrôleur qui maintenant est regardable dans un écran, ce qui est pas mal par rapport à tout à l'heure. La méthode suivante dont on va parler, c'est bon, ça, on a dit que c'était pas forcément le bon endroit, c'est pas lui qui doit gérer ce genre de choses. Donc, il y a une méthode, une gemme que j'aime bien utiliser pour ça, qui s'appelle Pundit. Donc, je ne vais pas expliquer en détail ce que fait Pundit avec tous ces points précis dans cette vidéo. On fera une vidéo plus tard on parlera d'authentification et ce genre de choses et de gestion de droit. Mais je vais juste l'utiliser, la syntaxe, pour vous montrer à peu près à quoi ça ressemble et comment ça simplifie le code. J'ai pas de... En fait, ce que ça va faire Pundit, c'est que ça va utiliser des policies. Oui. Je vais casser le nursery, vraiment. Qu'est-ce que c'est qu'une policy? Une policy, c'est tu vas définir tes règles qui correspondent à tes posts, par exemple. Puis tu vas définir ta règle pour la méthode update. À quoi va ressembler une policy? C'est vraiment simple. On va avoir policies, post. Vous voyez ou pas du tout là? Ok. C'est en bas à gauche de l'écran ce que je tape. Mais classe post policy. Voilà. Et ça hérite de l'application policy qui est générée automatiquement par Pundit. Là, on n'a pas Pundit, donc on fait comme si. Et la façon dont tu l'utilises, c'est tu définis des méthodes. Le nom de ta méthode de contrôleur, point d'interrogation. Et qu'est-ce que ça doit checker? Donc que le user.id, c'est égal au record
qui est du coup le post en l'occurrence là, point author.id. Non, author_id, pardon. Voilà, si ça c'est false, Pundit va automatiquement te dire que c'est pas possible. Comment est-ce qu'on utilise Pundit ensuite? On include Pundit dans l'application contrôleur, donc comme ça on pourra utiliser ces méthodes de Pundit dans tous nos contrôleurs ensuite. Et on rescue from une exception qui est Pundit. Je ne me souviens plus du nom de l'exception. Voilà, c'est pas ça le nom de l'exception, mais c'est quelque chose du même genre. En général, je les Google quand ça arrive. Et donc, on va lui dire, dans ce cas-là, pareil, en général, tu veux le même comportement partout. Et dans ta méthode ici, la façon dont tu lui dis, c'est tu lui dis authorize post. Lui, il va voir, ok, c'est un post, du modèle post, donc je vais chercher la post policy, je suis dans la méthode update, et donc je vais appeler la méthode update.interrogation et vérifier que le current user qui va mettre automatiquement dans user, il va regarder son ID et il va vérifier si ça c'est vrai ou c'est faux, sinon il va faire exploser, il va faire sortir une exception que toi tu vas attraper comme ça. Donc tu gères pas. Oui. Cette méthode-là, elle fait énormément de choses. C'est-à-dire que si tu connais pas authorize, ça va être un peu de la magie. Ah oui, je suis d'accord, Pundit, ça fait un peu de la magie. Mais ça te permet quand même de ne pas avoir à gérer à la main tes règles d'authentification de façon assez simple. Mais je suis assez d'accord que ça a l'air magique vu comme ça. Quand tu as un nouveau développeur qui arrive sur un projet et qui a écrit Authorize comme ça, tu fais comme. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est pratique. Voilà, si vous avez besoin de gérer des règles d'authentification, c'est vraiment, vraiment bien pour ça. Bref. Donc là, on est rendu pas mal. Ça, on va pouvoir le faire mieux parce qu'on en a besoin. C'est plus pour l'exemple qu'autre chose. On a un contrôleur où le début est assez clair. Bon, et après, on fait des choses avec Slack et là, ça devient n'importe quoi. Donc, pour éviter de gérer Slack entre guillemets à la main, ce que je vais faire, c'est que, le gérer dans le contrôleur, parce que là, en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est créer une frontière, en fait. Je veux pas savoir comment marche un Slack client. Je veux pas savoir qui veut des user info. Ça, c'est la gemme Slack client qui existe. Hein. Ça, c'est des vraies méthodes. User info et l'autre, c'est chat post message. Je veux pas savoir comment marche ma gemme. En fait, si je veux le savoir, mais je veux pas l'écrire dans mon contrôleur. Je veux pas que mon contrôleur soit responsable de savoir comment marche la gemme. Je veux créer une frontière pour pouvoir tester mes choses séparément. Je veux considérer que, par exemple, que mon contrôleur, il va appeler un service qui va être responsable de s'interfacer avec un service tiers, ici Slack, et qui va être complètement responsable de comprendre comment marche Slack et comment marchent ses méthodes. Ça va nous permettre, entre autres, de définir des valeurs par défaut. Genre, je ne veux pas préciser à chaque fois que je vais écrire dans général. Je compte par défaut écrit dans général, sauf si je le précise. Pareil, considère que tu vas poster comme le bot par défaut. Je n'ai pas envie de te le préciser à chaque fois et je ne veux pas savoir ça. Je ne veux pas connaître le nom exact des méthodes non plus, et ce genre de choses. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un service pour ça. Bon. Les services, on en revient à peu près à la même idée que les policies. Ça va être, et là, par contre, il n'y a pas de gemme. Hein. C'est vraiment, c'est une frame, c'est une classe toute bête. On va créer un dossier. Je vais rouvrir Nettree parce qu'il n'aime pas quand je fais ça. Un dossier service qui va contenir tous nos services. On voit ici que j'ai une espèce de variable globale qui est mon Slack client, parce que pareil, un Slack client, ça s'initialise. Et donc du coup, ce que tu peux faire, c'est l'initialiser dans un initializer et le mettre dans une variable globale que tu utiliseras partout dans ton app.
ce qui n'est pas... comment dire? Les variables globales, c'est mal. Donc, moins t'en as, mieux c'est. C'est une règle entre guillemets, bien codée. Et donc, ce qu'on va faire, c'est on va utiliser un pattern, une façon de coder qui s'appelle le singleton. Est-ce qu'il y a des gens ici qui connaissent le singleton, à part Marvin? Ou j'espère que tu connais le singleton. Oui, je connais. Moi, je connais. Ok, je vais quand même réexpliquer dans le doute. Je n'ai jamais entendu parler. Très bien. Le singleton, l'idée, c'est que c'est un pattern qui permet de t'assurer qu'à tout instant, il n'existera au plus qu'une seule instance de ta classe. Voilà. Et que, en fait, tout ton code va se la partager, l'instance de ta classe. Donc là, c'est un peu ce qu'on veut, en fait. On veut qu'il y ait au plus une instance de ton stack client. C'est plus ou moins dur à faire et à instancier en fonction de ton langage. Ruby, c'est étonnamment facile. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir un service. On va créer un service. App service. On va l'appeler Slack service, parce qu'on n'est pas très inventif par ici. Voilà. Et ça va vraiment être une classe, tout ce qui est de plus bête en Ruby. Déjà, on va require singleton, parce qu'on a besoin de faire un singleton. Et ensuite, on va faire une classe Slack service, comme ça. Voilà. Qui va include singleton. Voilà. Ça, c'est comment faire un singleton. C'est tout. C'est tout ce que tu as besoin de faire pour que ta classe se comporte comme un singleton. Bon, je vais expliquer après comment on l'utilise, mais pour que ça en soit un, c'est tout ce qu'il y a à faire. Donc, on va l'initialiser. Initialize, comme ça. Donc, on va définir un @client. Je ne sais plus comment on initialise un Slack service. Slack. Mais on va dire que ça prend des paramètres. Voilà, il y aura 3 petits points ici. Qui suit donc converser. Attendez. Ok. Donc on va initialiser le client. Et ensuite, on va essayer de décaler ces choses-là à l'intérieur. Donc, on va vouloir avoir la première chose qu'on fait, c'est on récupère le username d'un utilisateur. Donc, on va avoir fetch Slack username. Et on va avoir besoin de quoi on a besoin? On a besoin d'un user ID. Là, et ça va faire ça. Attendez. Est-ce qu'on peut le faire comme ça? Oui. Donc ça a besoin d'un tout petit peu plus que ça, ça a besoin d'un user, hein, en fait. Tu lui donnes un user et ensuite il est responsable d'aller chercher son ID Slack d'une façon ou d'une autre. Donc ça veut dire que soit il est déjà présent dans le user, soit s'il n'est pas là, alors on va devoir aller demander à Slack, bon, c'est quoi son nickname sur Slack, j'ai juste son ID. C'est là qu'on va voir le bug, c'est que avant, je vais dire que ça c'est @client. Ok, donc le bug il était ici. C'est je fais juste un point user info, mais ça va me renvoyer un hash ou un objet complexe. Il me manquait les méthodes pour aller lire le username. C'était horrible, c'était pas trivial à voir que ça existait, parce que le truc était beaucoup trop compliqué. Ici, on va aussi gérer les cas d'erreur. Ce sera dans l'article, je ne vais pas le faire ici parce que c'est pas très utile. Mais voilà. Et donc ça, c'est toujours user. Qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à récupérer le username? On va faire exploser, on va faire arriver une exception particulière.
on va appeler error. Ça, pareil, on peut définir des classes à l'intérieur de classes. Ça va permettre d'avoir, et ses propres exceptions, ça va permettre de les rescue correctement dans l'application controller et de gérer les erreurs plus facilement, en fait. Donc, par exemple, je vais l'appeler error. Et ça va hériter de standard error, qui est un peu la classe d'erreur par défaut de Ruby. Donc là, c'est vraiment, j'écris une classe vide. C'est juste que c'est pour qu'elle ait un nom particulier. Et on va dire si if slacknik raise error, et on va renvoyer le username. Est-ce que c'est à peu près clair ce que ça fait ou pas du tout? Je peux redécomposer un tout petit peu. J'ai fait beaucoup de choses. Genre, j'ai défini une erreur particulière à la classe. J'ai dit si il n'a pas de nom d'utilisateur, alors t'envoies une erreur. Mais du coup, la classe error, là, elle hérite de standard error et Ouais. elle hérite aussi de Slack service, vu qu'elle est dedans ou comment ça? Ce qui va se passer, c'est que, effectivement, c'est une très très bonne question. Je vais ouvrir mon application contrôleur ici. Hop. Ce que je vais pouvoir faire, en fait, elle va être inclue sous ce format-là, en fait. Slack service, :error. D'accord, ok. Voilà, c'est en fait la raison pour laquelle je fais ça, c'est pour pouvoir la wrapper de cette façon-là. Donc je rescue avec un Slack error. Deux points. Et je peux définir une nouvelle méthode, f slack end. Et je vais prendre le flash. Donc oui, je sais, je fais quelque chose qui ne va pas. Mais ça va être l'occasion d'en parler juste maintenant. Ok, donc là je vais faire toute ma gestion de je mets un flash, je redirect tout. Ça pour l'instant, je ne sais pas trop comment je vais pouvoir le faire parce qu'il va falloir que j'envoie le current text d'une façon ou d'une autre, ça va être difficile. Bon, du coup, pour l'instant, j'ai perdu une fonctionnalité. On va les réactiver plus tard, mais pour l'instant, cette fonctionnalité, c'est difficile à faire. Je ne vais pas pouvoir la faire. Mais je me suis évité le cas d'erreur, et ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est appeler mon service. Donc, je vais faire mon Slack service.instance. Donc ça, c'est une méthode qui est fournie par le singleton de Ruby, qui dit, s'il n'y en a pas déjà un qui a été initialisé, initialise-le et donne-le-moi. Sinon, donne-moi celui qui a déjà été initialisé par le passé. Et ensuite, je peux faire un fetch Slack username de current user. Et ça, je le mets dans le slacknik. Slack nick égal. Voilà. Et tout ça, ça sert plus à rien. Est-ce que c'est clair? Et ouais, du coup, la ligne avec le slacknik, est-ce que si tu dois rappeler le slacknik plus loin dans le programme, est-ce que ce serait con ou pas de. Ouais, est-ce que ce serait con de réutiliser le même principe que ce que tu as fait dans update params? Avec le ou le égal. mettre dans une méthode à part, tu veux dire? Ouais, le mettre dans une méthode à part et faire un ou égal dessus pour définir le slacknik la première fois et ensuite réutiliser, enfin ne pas rappeler le Slack service plusieurs fois en fait. Ça pourrait. Si jamais Ça pourrait complètement. Le truc, c'est que là, je le stocke dans une variable parce que je vais l'avoir utilisé une seule fois et c'est ici. Donc, c'est pas très utile pour l'instant, mais je vois ton point. Okay. Est-ce que pour les autres, c'est clair à peu près ce que j'ai fait? J'ai défini un service qui est vraiment une classe Ruby toute simple, rien de spécial, à part le fait que c'est un singleton, pour ne pouvoir l'instancier qu'une seule fois. J'ai défini une erreur, parce que éventuellement, ici, je vais pouvoir faire sauter une erreur particulière que je vais pouvoir rescue quelque part pour dire c'est ce type d'erreur. Je veux savoir que c'est une erreur de type Slack. Parce que l'erreur que je vais écrire que, mon Dieu, il s'est passé quelque chose qui ne va pas dans Slack. Ok? C'est ça. Et après, on va aussi extraire cette méthode-là.
Et là, ça va plus pour montrer le définir des arguments par défaut. Post message. Donc, qui va avoir un texte. Et qui va avoir un channel qui va par défaut être général. Et un as user qui va par défaut être true. Je pousse ma cam parce qu'elle prend trop de place. Ah, et qu'est-ce que ça fait? Ça fait ça. Voilà. Hop. Le slacknic, je vais devoir le recevoir. Bah non, c'est dans le texte. Donc, hop, ça va devoir rester là-bas. Ah. Je vais donner. Voilà. Et donc, on va ici appeler notre Slack service, point, toujours instance. Comme on a dit, il ne va pas le réinstancier parce qu'elle existe déjà. Et post message, post underscore message hop, de notre texte. Là, hop, si tout va bien. Bon, hein, je ne gère pas les cas d'erreur, mais on pourrait faire sauter des exceptions si ça marche mal et il se retrouverait géré automatiquement dans notre application contrôleur. Je me suis pas embêté à regarder complètement la doc de Slack pour savoir comment ça marche. Pardon, là, c'est pas @slack client, c'est @client. Est-ce que c'est clair ce qu'on a fait? Donc là, on a quand même un contrôleur qui commence à devenir vraiment petit. Je sais pas combien il fait, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lignes. Ça commence à être facile de voir ce que ça fait, quoi. Est-ce que c'est bon? Si personne ne hurle, je continue. Ouais, c'est bon. C'est bon? Bon, ce qu'on a vu, c'est quand même qu'on a perdu une fonctionnalité qui est de dire si jamais il n'arrive pas à envoyer le message dans Slack, il faut que tu reviennes en arrière et que tu ne fasses pas l'update du post. Bon, comme on a dit, hein, cette notion peut être discutable, mais disons qu'on la veut vraiment, que le client veut absolument ça. Dans ce cas-là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est utiliser la notion de transaction en SQL. Si vous en avez déjà entendu parler, vous pouvez me le dire, sinon j'explique ce que c'est. Ok, je vais expliquer ce que c'est. L'idée, c'est que c'est comme un point de sauvegarde. Tu dis à ta base de données, et carrément à ta base de données, pas du tout à Rails, hein, crée un point de sauvegarde à ce moment-là. Si tout se passe bien, s'il n'y a pas eu d'exception d'ici la fin de mon point de sauvegarde, alors c'est bon, commit tout ce qui a été changé. Sinon, si jamais il y a une exception, reviens en arrière, reviens au point de sauvegarde. Comment ça marche en Rails? C'est assez facile. C'est tu prends un modèle, une instance de modèle, et tu fais transaction do n. En fait, tu wrappes toutes les choses que tu veux dans ton dans ta sauvegarde et exploser si jamais, et que ça revienne en arrière si jamais il y a une exception dans un bloc de transaction. Voilà, donc en fait là, la fonctionnalité de tout à l'heure qu'on avait, qui était le rollback, bah, c'est comme on a une exception, c'est par défaut fourni avec ça. Ça c'est une j'ai mis dans l'article, il y a de la doc, faire l'explication de comment marchent les transactions en Rails, ce genre de choses. Mais l'idée, c'est vraiment un point de sauvegarde. Il faut vraiment se dire, sauvegarde l'état de ta database à ce moment-là. Fais tout. Si tout se passe bien, c'est bon. Sinon, reviens à cet état-là. Voilà. Donc c'est enlève l'update, enlève le fait que tu as updaté le user, enlève tout. C'est quelque chose qui s'est mal passé. Oh, c'est pratique ça.
c'est pas mal. Ce qu'il faut juste se dire, c'est que là, on va pas le faire dans cette vidéo-là, mais dans l'idée, il faut absolument qu'une transaction ce soit court. Parce que tu bloques ta database en attendant. En gros, si tu as d'autres choses qui essayent d'éditer, tu as une transaction en cours, donc tes autres choses sont comme ouh, il pourrait y avoir quelque chose qui se passe, je vais attendre que ce soit fini. Tu vois? Okay. Je mets des gros mots, c'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais c'est l'idée. Faut que ce soit court. Bon. Donc si on voulait faire les choses propres, on mettrait jamais des choses qui appellent des services externes, qui appellent Slack par exemple. On mettrait des jobs à cet endroit-là, mais dans l'idée, c'est plus dans l'idée. Faut que ce soit relativement court une transaction. Faut pas que ça dure 1 minute, quoi. Parce que éventuellement tu vas bloquer, enfin, tu vas avoir de l'incohérence pendant 1 minute. Mais c'est super pratique comme technique. Donc là, on est pas mal. On a quand même un truc qui est relativement compréhensible. On n'a même plus besoin de sauvegarder le texte ici. Hop. Ça sert plus à rien. Là, on pourrait carrément dire, ça c'est update param.text. Hein. Ça, on n'a pas besoin de le mettre dans une variable. Bon. Là, on est sur un contrôleur qui fait à tout péter 5 lignes. Hein. 5 lignes utiles, je ne compte pas le end. Donc, c'est quand même pas mal. Le truc qui va nous rester à faire, parce que bon, on n'a quand même toujours pas parlé d'interacteur depuis le début, c'est qu'est-ce que c'est qu'un interacteur? Un interacteur, ça va représenter le design pattern commande. Qu'est-ce que c'est qu'une commande? L'idée d'une commande, c'est de dire l'appelant d'une commande n'est pas la personne qui contient le code. Là, ça va être dire, par exemple, fetch le Slack username d'un user. C'est une commande en fait. C'est qu'on pourrait appeler fetch Slack username. Bon là, c'est ridicule parce que c'est un seul truc. Pareil pour le Slack service qui fait qu'un seul truc qui poste un message. Mais tu pourrais avoir une commande qui est post update message, post update post message. Je sais pas, send update post on Slack. Voilà. Ça pourrait être un nom de commande qui est logique. Voilà, et qui en fait gérerait aussi le fait de savoir comment tu dois formater le texte, savoir que tu as un Slack service qui a faire point instance dessus, point machin. Là, on arrive aux limites de mon exemple parce que mon exemple, il reste simple, même s'il faisait 50 lignes à la base, il reste quand même assez basique. Donc, dites-vous que c'est des cas que des interacteurs, tu peux avoir des cas beaucoup plus complexes et qu'en fait, ce que ça va permettre de faire, ça va permettre de vraiment impacter du code en lui donnant un nom qui est clair. On pourrait le mettre dans une méthode en dessous, ça reviendrait exactement au même. C'est juste que ne faut pas forcément que ce code-là reste dans notre contrôleur ad vitam aeternam. On pourrait faire une classe avec... parce qu'une commande, c'est une classe avec une méthode, hein, qui est qui serait un point, je sais pas, execute, point call, comme tu veux, comme vous voulez. Là, ce qu'on va faire, c'est que on va utiliser une gemme qui simplifie un peu la vie, qui s'appelle interactor. L'idée d'interactor, c'est que elle va nous aider à écrire des interacteurs plus facilement. Pareil, il y a de la doc, c'est filé dans l'article. Mais dans l'idée, à quoi ça va ressembler? Interactors. Est-ce que je peux juste fermer ça, rouvrir? Non. C'est pas fou ce truc qui voit pas quand je crée des dossiers. Bref. Alors, de quoi on a plus besoin? On a plus besoin du Slack service. Ouais, lui, il a plus de questions, donc contrôleur, on a plus besoin non plus. Donc, on va ouvrir un interactor. On va définir 2 interactors. On va définir les interactors pour fetcher un username et un interactor pour poster une update de Slack message. À quoi ça ressemble? Ça va ressembler à fetch, je peux écrire fetch Slack username, regardez. Et vraiment, ça va vraiment être des classes super simples. Fetch
Slack username. Ça include interactor. Et ça a une seule méthode qui s'appelle call. Ce que ça va faire, c'est ça va faire ça. Comment marche un interactor? Ça utilise un contexte. L'idée, c'est tu vas recevoir un contexte d'entrée. Ton interactor va rajouter des choses dans le contexte et va renvoyer un contexte de sortie avec plus de choses dedans. Donc, l'idée, c'est que par exemple, là, je m'attends à recevoir un user dans mon contexte à la base et je vais rajouter dans mon contexte son nick dans Slack. Donc, en fait, ce que ça va donner un fetch. Je vais écrire fetch complètement. Mais je sais pas. Slack username.call. Et là, la méthode, la ligne qui était, où tu avais quand même besoin de la lire pour savoir ce qu'elle faisait exactement, là, c'est évident. Ça fait qu'un seul truc, ça fetch le username dans Slack. Ensuite, celle-ci, même chose, hein, c'est app interactor. On a dit post, non, send, minuscule, send, update, post, message. Regardez. Ah, et lui, il va faire ça. Hein. Donc, lui, on voit qu'il ne va rien rajouter dans le contexte. Mais par contre, il a besoin de beaucoup de choses dans le contexte. Il a besoin d'une nick, du coup. Et il a besoin du post. .id, oui, si on va le laisser. Et le texte, en fait, ce sera le texte du post aussi. Parce que... voilà. Et à partir de ça, il peut tout faire. Donc, ici, on peut dire que c'est un send update post message.call. Donc, lui, on a dit qu'il avait besoin du Slack nick que tu récupères dans le contexte d'avant. Donc, c'est pas très pratique, là, dans l'idée. Et d'un post qui sera ton post. Voilà, donc, on est à un moment où là, ton contrôleur, c'est super simple de ce que tu fais. Bon, tu es dans une transaction, ok, tu updates ton post, tu récupères le username dans Slack, tu envoies l'update. C'est tout. Voilà, donc là, tu peux vraiment lire lire et comprendre ce que fait ton contrôleur. Ça prend, c'est super facile, quoi. Ça prend 5 minutes max. Néanmoins, on est quand même dans un cas où ça reste... Vous avez remarqué qu'on ne s'est pas vraiment enlevé de la complexité, parce qu'on a autant de lignes qu'avant. On se retrouve à prendre le contexte ici, à le passer dans le suivant. C'est pas très pratique. Et promis, c'est le dernier truc que j'explique, c'est, je vais parler d'organizer. L'organizer, c'est une chaîne d'interacteurs. C'est fais ça, puis fais ça, puis fais ça, puis fais ça. Et sachant que l'organizer va passer le contexte qui est construit au fur et à mesure à l'interacteur suivant. Donc, pour ça, on va faire... Et ce que je vais essayer d'y mettre, je vais y mettre tout ça, en fait. Je vais mettre tout ça dans mon interacteur. Moi, je veux que ma chaîne, c'est vraiment... Tu es dans une transaction, tu fais l'update, tu récupères le Slack username,
et tu postes le message. Tu as les trois, en fait, c'est vraiment une chaîne d'action. Ça représente une chaîne d'action. Donc, mkdir, c'est ça? Ouais, mkdir, app organizer. Comme ça. Je vais relancer Meurtri. Sinon, on ne voit pas. Je vais faire un interacteur avec mon post. Donc app interactor update post. Regardez. Post include interactor defco et lui hop. Donc ça va être un contexte post update contexte.départ. J'ai du mal à comprendre le contexte là, vraiment. Le contexte, c'est, regarde, là le contexte de celui-là, c'est un hash qui contient une clé. Et en fait, ce qu'il va faire, attends, je vais rouvrir celui-là parce que celui-là, ça va. Je pense que c'est plus simple. Ouais, c'est ça. Donc tu lui dis, tu vas avoir un user dans ton contexte et qui va contenir un current user. Donc tu t'en sers ici et en fait, tu vas ajouter des choses dans ton contexte. Donc là, tu vas dans ton contexte rajouter un slacknick. Et en fait, tu vas le renvoyer à la fin. Tu vois l'idée? D'accord. Et donc le contexte, donc c'est un hash avec les paramètres en gros. C'est un hash, sauf que tu peux l'appeler avec des points, quoi. Mais dans l'idée, Ouais, c'est un hash, en vrai. Okay. Voilà. Et maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir créer un organizer. Ça, c'est valable que pour les interacteurs, par contre, les contextes. Oui, c'est valable que pour les interacteurs. C'est parce que j'utilise la gemme qui s'appelle interactor et qui gère le contexte tout seul. D'accord. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un organizer qui va être update post and send to slack.rb. Conseil, n'hésitez pas à mettre des noms ultra longs, ultra explicites. Ça vous sauvera la vie dans votre lecture future. Donc lui, il include interactor organizer. Et qu'est-ce que ça nous donne comme méthode? Ça nous donne la méthode organize, qui va nous permettre de lister des interacteurs qu'on va vouloir utiliser. Donc on va vouloir utiliser update post. On va vouloir faire un fetch Slack username. Et après, on va vouloir faire un send update post message. On remarque que là, autour de ces trois... Alors, je ne l'ai pas mis là. Comment ça s'appelle? Update post. Call. Je ne sais plus ce qu'il faut mettre dedans, mais on s'en fiche, on va l'enlever dans 5 secondes. On a une transaction. Interactor, la gemme nous donne des hooks, pareil que dans Active Record ou que dans les AirSpec, vous l'avez déjà vu. Et je peux lui dire, autour de ces appels, fait ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire contexte.post.transaction do interactor.call. Voilà. Donc en gros, tu lui dis, quand tu vas appeler ce truc-là, autour, fais tout dans une transaction. Et là, ça c'est fais ton appel de tous tes interacteurs à cet endroit-là. Est-ce que c'est clair, ça? Okay. Ce que ça va permettre de faire, ça va permettre de faire un update. Update post. Ok, je vais pas m'auto-compléter. And send to slack.co. Ça va changer. Lui, il a besoin d'un user. Il a besoin d'un post. Et il a besoin
d'un update param. Pas très agréable à lire. Hop, on va sauter des. Et on n'a plus besoin de ça. Voilà, parce que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va updater le post ici. Là, on va fetcher le username, mais on va rajouter le username au contexte. Donc, lui, quand on va le lancer, il l'aura automatiquement parce qu'il va hériter du contexte du précédent qui aura enrichi le contexte avec des nouvelles informations dedans. Voilà, donc on peut se retrouver avec un contrôleur qui fait littéralement 3 lignes du coup. Là, elle est divisée en pour que ce soit plus lisible, mais dans l'idée, c'est 3 lignes. Voilà, c'est pas mal ce dont je voulais parler. J'ai mis beaucoup plus d'informations dans le post, dans l'article. Par exemple, je parle de la notion de contrat. Dans les choses qui vont souvent se passer dans les interactors, c'est que au moment où vous allez rajouter cette gemme, personne ne va l'utiliser dans une boîte. Puis quelques mois plus tard, il y en aura 100. Et ce sera horrible parce que il y en aura des duplicata. Ce sera difficile de savoir ce que chaque interactor s'attendra à recevoir. Parce que nous, on le sait, on vient de l'écrire que ça attend un user, un post et un update params. Mais c'est horrible, c'est écrit nulle part. Tu n'as aucune idée de ce que ça attend. Donc, tu peux leur définir des contrats pour dire je m'attends à avoir un user, un post, un update params, et en sortie, dans mon contexte, il y aura en plus, genre, c'est pas un slacknick qui sera inclus en plus dans mon contexte final. Voilà. Ça te permet de définir ce que vont faire tes interacteurs. Voilà, c'est un peu la grosse info qu'il y a en plus dans l'article, mais il n'y a pas grand-chose de plus. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que c'était clair? C'était rapide parce qu'il y avait beaucoup de choses, mais est-ce que c'était à peu près clair? C'était très clair et très intense. Ouais. Au niveau des contrats, c'est quelque chose qui vient, donc c'est de l'information qui est ajoutée, c'est du code ou c'est une information qui est ajoutée? D'accord, ouais, c'est pas une espèce de annotate qui viendrait se mettre dans le... C'est du vrai code. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va vérifier que ton contrat est respecté, sinon il y a une exception qui arrive. Comme d'habitude, il y a une exception qui arrive, donc tu peux la réceptionner dans ton application controller pour gérer le cas où ce soit arrivé. D'accord. Voilà. Parce que pour Baptiste, c'était clair. Est-ce que pour les autres, c'était clair? Marvin, oui. Je vois ton magnifique cochage. Christophe, oui. Amandine, c'était clair? J'ai un moyen de la part de Amandine. Au pire, je te réexpliquerai ce qui ne va pas. Sauf si tu as des questions en particulier à poser qui pourraient servir à tout le monde. Non, pas spécialement. Ok. Bon, bah voilà. Je pense que pour ma part, c'était bien clair. Ok. Il y a juste, en fait, je connais pas Interactor, donc je pense que ça demande de lire la doc. C'est vrai qu'il y a un peu de, vous avez de magie dans la syntaxe, quoi. Mais dans l'ensemble, c'est l'idée est bien comprise, quoi. Ce qui est intéressant dans Interactor, c'est que c'est vraiment, je pense, c'est vraiment assez simple. Hein. C'est vraiment, tu inclus quelque chose et tu as une méthode appelée tu définis ce qu'il va faire dans l'appelé, quoi. Et il n'y a pas vraiment beaucoup de magie. La seule magie que tu vas voir, c'est autour du contexte et des hooks. Ouais, plutôt l'organizer, là, avec le... Mais après, c'est pas plus... L'organizer, pareil, c'est une méthode qui s'appelle organize et tu lui donnes la liste dans laquelle tu veux qu'il les appelle. L'ordre dans lequel tu veux qu'il les appelle. Ah ouais. Sachant que tu peux avoir un organizer qui appelle des organizers. Ça pourrait être un organizer. Je le sais pas, mais ça se trouve, c'en est un. Bon, là, voilà, hein, mais dans l'idée, ça pourrait. Là, pour toi, la refacto, elle est intéressante ou tu es allé un peu trop loin? Par exemple, tu disais on a des interacteurs avec une seule ligne. Tu l'aurais fait comme ça ou tu aurais laissé ta ligne de code dans ton contrôleur? En gros, si j'avais eu besoin de le faire qu'une seule fois, si je parlais à Slack qu'une seule fois dans tout mon programme, je ne l'aurais pas fait. Honnêtement, il y a un moment, c'est un peu grand trop là. Par contre, si je me retrouvais, par exemple, à faire souvent le fetch du username Slack, j'aurais fait un interacteur avec.
Parce que je me retrouverais souvent à le mettre dans ma chaîne d'interactors à un moment. Dans mes chaînes d'organizer, là, je me retrouverais souvent à faire ce genre de choses. Donc, je l'aurais extrait dans un interactor. Et c'est ça la grande puissance de cette gemme, c'est que l'organizer, c'est vraiment le truc qui rend tout magique. C'est le fait que tu puisses dire, ah tiens, rajoute cette action au milieu. Rajoute-le, hop, envoie-le dans Slack. Ok. Voilà. Et c'est beaucoup plus simple à refactorer. C'est si jamais je voulais rajouter, hop, je pourrais dire, par exemple, je ne l'ai pas fait, hein, le truc, mais c'est send update to Facebook. Voilà. Et ça ne me coûte rien de plus dans ma logique. Tout le reste complètement identique, mais j'aurais rajouté le fait que, bah oui, mais dans ma chaîne de choses à faire, tu vois, c'est un peu comme une checklist. C'est OK, update le post, c'est bon. Fetch le machin, c'est bon. Envoie, etc. Tu vois, ça permet vraiment de simplifier tes suites d'actions. Et non, je ne l'aurais pas fait parce que souvent, j'en ai pas besoin d'aller à cette granularité. Mais dès que tu as des interactors, dès que c'est disponible dans ton programme, tu vas tendance à avoir. Enfin, moi, j'ai tendance à les utiliser le plus possible parce que je sais que je vais réutiliser des actions au fur et à mesure. Et que ça rend tout plus lisible. Ok, ça marche. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais au moins couper l'enregistrement du coup. Histoire de sauver du temps aux gens. Et ton article, il est en ligne ou pas?